Madame la ministre, Madame la sous-préfète de Blaye, Madame la députée, Madame la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le directeur de l'ARS, Monsieur l'adjoint au maire de la ville de Bordeaux qui nous a accueillis hier au sein de l'hôtel de ville de Bordeaux, Mesdames et Messieurs les présidents, administratrices, administrateurs de nos belles associations, venus parfois de très très loin. Je pense qu'il y a Saint-Pierre-et-Miquelon notamment. Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, les professionnels de nos associations, je n'oublierai pas les personnes accompagnées et une grande délégation aussi de l'association Nous aussi. Mesdames et Messieurs, chers amis, quel plaisir de voir que vous êtes déplacés si nombreux dans cette belle ville de Bordeaux pour notre 66e congrès. Vous êtes plus de 2000 et je peux vous dire que depuis cette tribune, l'énergie qui se dégage de la salle est palpable. Je voudrais débuter en remerciant sincèrement Madame Gaillard-Minier, ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, pour sa présence aujourd'hui parmi nous. Il s'agit assurément d'une forme de reconnaissance pour les femmes et les hommes qui composent le réseau UNAPI, ceux présents aujourd'hui et tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Ces femmes et ces hommes qui prennent chaque jour leurs responsabilités et qui, par détermination, font avancer chacune des grandes transformations que nous connaissons. Car oui, Madame la ministre, les gens qui se trouvent autour de vous, personnes en situation de handicap, professionnels, bénévoles et familles, sont des gens qui assument leur responsabilité, celle de s'engager chaque jour pour une société de liberté et d'égalité. Cet engagement pour le vivre ensemble et ce sens des responsabilités ne viennent pas de nulle part. Et puisque nous avons décidé de consacrer ce congrès à la thématique des familles au cœur de l'action, j'aimerais dire quelques mots de la puissance du mouvement familial. Celui-ci est né de la volonté de quelques parents qui se sont élevés contre l'injustice intolérable d'une société qui refusait d'accepter les personnes en situation de handicap en son sein. Face aux défaillances de l'État, ils se sont battus pour que leurs proches accèdent à l'éducation, au travail ou encore à la santé, comme tout autre citoyen. De la loi de 1975 en passant par celle de 2005, jusqu'à l'obtention du vote pour les majeurs protégés, notre mouvement a façonné la politique française du handicap, qui lui doit parmi ses évolutions les plus structurelles et durables. Mais nous ne sommes pas de ceux qui nous contentons des honneurs d'une gloire passée. Nous sommes de ceux qui vivons l'héritage comme une responsabilité, celle de bâtir la solidarité au quotidien, aujourd'hui comme demain. Je voudrais prendre un instant pour saluer la force de cette armée de femmes et d'hommes qui ne reculent jamais devant les difficultés parce que persuadés de leur capacité à agir collectivement, en profondeur, sans compromis, pour changer cette société.
C'est fier de nous inscrire dans un collectif moderne, souvent visionnaire, que nous poursuivons nos actions, la tête haute et les 2 pieds ancrés dans le sol. Comprenez-nous bien, Madame la Ministre, si nous sommes engagés, c'est parce que nous tous ici faisons l'expérience de vie ébranlée. Je vous parle de vie dont les conditions ne sont parfois plus supportables. Celles des personnes en situation de handicap, car tout part d'elles, de leur expérience, de leurs droits entravés et de la société qui ne l'aurait pas adapté. Je vous parle de la vie des familles, parents, frères et sœurs, pour qui le quotidien est un combat de la naissance jusqu'à la fin de vie, face aux listes d'attente, aux ruptures de parcours et à chaque dysfonctionnement du système. Et je vous parle aussi de la vie de nos professionnels, encore convaincus de l'utilité de leur métier, malgré des conditions de travail dégradées et une expertise trop souvent invisibilisée. Nous appartenons à la catégorie des invisibles, ceux que l'on n'entend pas, car trop occupés à mettre toutes leurs forces au service de ce que le réel a de plus exigeant. Pourtant, derrière chaque politique, chaque décision, chaque arbitrage budgétaire, il y a des vies bien trop réelles. Et ces vies, ce sont les nôtres. C'est l'honneur et la fierté de notre pays que d'assurer des conditions de vie dignes aux personnes en situation de handicap, aux familles et aux professionnels qui les accompagnent. Mais bien souvent, ce que nous observons nous couvre de honte. C'est le cas quand on découvre des projets de loi de finances qui reviennent de manière inacceptable sur certains des acquis les plus importants en matière de handicap, allant jusqu'à mettre en cause des besoins fondamentaux des personnes en s'attaquant à leurs ressources, à leur inscription dans l'emploi ou encore à leur capacité à accéder à la santé. C'est encore le cas quand on nous oppose que la France manque de moyens pour faire face à la pénurie de professionnels ou quand on laisse livrer à elles-mêmes des associations faire face à des tensions budgétaires insupportables. Dernier exemple en date, nous avons appris qu'une mission d'inspection nationale commanditée par le gouvernement était mandatée pour identifier 150 millions d'euros d'économies dans le secteur de la protection juridique des majeurs. C'est près de 20% du financement public actuel. Trop régulièrement, les pouvoirs publics nous donnent l'impression que les droits des personnes en situation de handicap peuvent servir de variable d'ajustement budgétaire, et cela est proprement scandaleux. Alors, à quelques semaines de la Conférence nationale du handicap, qui doit tracer les grandes lignes pour les années à venir, nos attentes sont importantes. Elles ont été largement déçues il y a 3 ans, malgré
un investissement important des associations. Et pourtant, vous le savez, Madame la Ministre, notre engagement n'a pas faibli. Au niveau national comme au niveau des territoires, cette année encore, nous avons joué le jeu sérieusement parce que nous sommes dans l'attente de profonds changements. 12 ans après la sortie du rapport Pifteau sur les zéros sans solution, les besoins sont criants, de la petite enfance jusqu'à la fin de vie. La situation est critique, par endroits dramatique, et nécessite des réponses urgentes. Comment le gouvernement entend-il réduire les listes d'attente qui persistent partout sur le territoire en dépit des 50 000 solutions annoncées, mais faute de réponses adaptées et de qualité? Comment répondre à la pénurie de professionnels et aux demandes de revalorisation de la profession? Quelles seront les mesures pour accompagner les associations, pour certaines en grande difficulté, à l'heure où elles se voient confier toujours davantage de responsabilités? Nous sommes de bonne volonté, Madame la Ministre, mais nous ne pourrons pas éternellement assurer plus avec toujours moins. La transition inclusive que nous appelons de nos vœux ne se fera pas à marche forcée, encore moins à coup de budget contraint. On ne bricole pas avec l'humain. Plusieurs pays avant nous ont engagé des transformations et ont échoué, faute d'avoir maintenu au cœur de leur démarche l'amélioration de la qualité de vie des premiers concernés. Et parmi les écueils, 3 points ont été identifiés. Les personnes avec les besoins les plus complexes ont souvent été négligées. L'offre de services adaptés n'a pas été augmentée. Et la société n'a pas été accompagnée vers plus d'accessibilité. Les familles, quant à elles, n'ont pas toujours été associées aux décisions, alors même que l'expérience démontre qu'elles sont aujourd'hui en première ligne pour assumer les conséquences des réformes engagées. Alors, à l'heure où la transformation de l'offre médico-sociale s'accélère, notre pays doit savoir en tirer toutes les conclusions. Il est grand temps d'infléchir drastiquement la trajectoire et de garantir par tous les moyens et en levant tous les blocages administratifs et juridiques nécessaires que les droits, les parcours de vie et l'autodétermination seront au cœur de ces évolutions. J'en viens maintenant à un sujet qui nous inquiète au plus haut point et dont je vous ai fait part en comité de pilotage, la marginalisation des associations par les pouvoirs publics. Depuis de nombreuses années, nous alertons sur cette question, pas par principe, mais parce que se priver de notre expertise, c'est s'exposer à fragiliser les droits. Nous attendons de la CNH qu'elle apporte des réponses fortes à cette problématique centrale. Mais pour l'heure, certaines propositions nous inquiètent. J'en dis quelques mots, car l'enjeu est majeur. Nos associations, au motif qu'elles participent à la gestion d'établissements et services,
pourrait, demain, à l'issue des travaux, ne plus être reconnu comme légitime pour défendre les droits des personnes en situation de handicap. Dans les faits, et tel que l'administration nous le présente aujourd'hui, la composition des instances de pilotage du handicap au niveau national et local pourrait être entièrement revue. On parle ici du Conseil de la CNSA, des CRSA, des CDCA ou encore de la CDAPH. Autrement dit, ou presque, l'UNAPI et ses associations exitent. Ce n'est bien sûr pas à l'auditoire ici présent que je ferai l'affront d'expliquer que les réalités du handicap peuvent être complexes et parfois très lourdes de conséquences. Que ces réalités complexes peuvent entraver l'accès direct à la représentation et que pour beaucoup, l'exercice des droits et de la citoyenneté repose sur l'appui des proches. Il n'est pas davantage nécessaire de rappeler ici que la participation à la gestion des établissements et services n'est autre que le prolongement concret des droits et que, sans elle, c'est tout simplement la vie de milliers de personnes qui serait en jeu. J'aimerais cependant adresser quelques mots aux femmes et aux hommes politiques qui nous écoutent, car ce qui se passe est grave. Nous assistons depuis quelques années à des attaques en règle contre les associations, nourrissant des préjugés injustifiés sur leur rôle et leur légitimité. On les accuse de ségréguer ou encore de conflits d'intérêts, comme si l'on pouvait les comparer à des opérateurs privés lucratifs s'enrichissant sur l'accompagnement des personnes handicapées. Je le dis avec force, tout cela doit cesser. Aucun d'entre nous n'a démérité. Notre expertise comme notre légitimité, nous ne les avons pas usurpées. C'est mentir que de dire que nous ne mettons pas chaque jour au service de la société. Madame la ministre, notre pays ne peut pas se permettre de construire des oppositions factices à l'heure où il faut impérativement rassembler. Les femmes et les hommes ici présents appartiennent à un mouvement visionnaire qui a derrière lui 30 ans de combat pour l'autoreprésentation et qui a su placer l'autodétermination au cœur de ses orientations stratégiques il y a déjà plus de 10 ans. Et cela tient à une unique raison. Nous sommes des entrepreneurs militants. Nous sommes à l'écoute du réel, de ces évolutions, et nous les anticipons. Nos convictions, nous les défendons par l'action. Et face aux défis qui nous attendent, vous auriez tort de vous passer de cette énergie, de ce dynamisme, de cet esprit d'innovation qui naissent précisément de ce militantisme et qui sont la marque de celui qui sait imaginer des utopies et qui, par-dessus tout, dispose de la capacité à les mettre en œuvre. Aussi, nous comptons sur vous, Madame la Ministre, et sur l'ensemble des décideurs en responsabilité pour que les conditions opérationnelles, humaines et financières de la transition inclusive soient enfin réunies. En tout cas, et pour conclure,
Vous pouvez compter sur nous. De notre côté, nous sommes déjà pleinement engagés dans la transformation. Les exigences et les difficultés du passage à l'action, cela fait bientôt 70 ans que nous les relevons. Merci de votre attention.